Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Eh bien, ça monte progressivement. Ce que je vous propose, c'est de faire un premier tour de table. Juste pour rappel, hein, pour ceux qui nous connaissent, les mardis de la donnée de santé, c'est un webinaire qui dure 45 minutes. On va avoir 30 minutes de présentation qui suivra bien entendu le tour de table et ensuite des questions-réponses. Pour poser vos questions, il y a un espace dédié. Vous pouvez donc écrire vos questions et on essaiera évidemment de répondre à l'intégralité de celles-ci. Si ce n'est pas possible dans le cadre du webinaire parce qu'on n'a pas le temps d'adresser donc les réponses à chaque question, évidemment, on le fera de façon asynchrone en les réunissant toutes, en y répondant et en les mettant sur notre site internet. Vous pouvez aussi retrouver les supports sur notre site, sur le site du S-Data Hub, à l'espace formation. Donc, pour ce tour de table, on est assez nombreux, mais chacun va pouvoir se présenter assez rapidement. Il y a tout d'abord une personne, donc moi je suis Caroline Guillot, en charge de la direction citoyenne au sein du S-Data Hub. Je suis accompagnée d'Elisa. Bonjour à tous, Elisa Régnier, donc je suis chef de projet au sein de la direction citoyenne avec Caroline. Je vous accompagnerai pour la logistique de ce webinaire. Merci. Emmanuel? Oui, bonjour à tous et toutes. Donc, moi, je suis Emmanuel Bacry, je suis directeur scientifique du Health Data Hub et j'ai plusieurs casquedes. Je suis aussi directeur de recherche au CNRS en mathématiques appliquées. Donc, je fais de l'IA pour la santé, mais aussi d'autres choses. Bonjour à tous, Arthur Dauphin, je suis chargé de mission dans le numérique en santé chez France Asso Santé, qui est un collectif d'associations de patients et d'usagers de la santé. Merci. Erwan? Bonjour à tous, donc Erwan Le Pennec, je suis professeur à l'école polytechnique où je fais un peu comme Emmanuel, de l'IA appliquée sur la santé, mais beaucoup moins de choses à côté que lui. Merci. Robin? Oui, bonjour, je suis Robert Rider, je suis mathématicien à Imperial College à Londres et je suis spécialiste de statistique computationnelle. Merci beaucoup. Hélène? Bonjour, Hélène Guimiot, je suis chef du service de la santé à la direction de l'accompagnement juridique de la Commission nationale informatique et liberté, qui est le régulateur en matière de protection des données à caractère personnel. Merci. Claude? Bonjour à tous et toutes, je suis donc Claude Gissot, je suis directeur de projet administration des données au ministère de la Santé, et en particulier à la direction recherche, études et évaluation et statistiques, et je suis particulièrement les données de santé pour l'ensemble du ministère. Tout à fait. Et Ben? Bonjour, Ben Braithwaite, je suis responsable scientifique de la CRO Sanoya et on a l'honneur d'accompagner la VIAF et l'ensemble des partenaires dans ces formations. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, ces formations c'est la slide suivante, je ne sais pas si ça se fait de façon élaborée en collaboration avec France Assos Santé, l'adresse et la CNIL, deux modules. Donc aujourd'hui, c'est Il était une fois l'intelligence artificielle. On peut, oui, passer, c'est là ici, ça vous montre juste l'ensemble des personnes qui ont contribué avec nous, évidemment, à l'élaboration de ce module qui s'est notamment fait dans le cadre d'un débat lycéen avec un ensemble donc d'établissements, notamment en Île-de-France. Bienvenue à tous. On va explorer du coup effectivement de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle avant d'aller explorer comment dans la santé ça s'applique effectivement sur le prochain webinaire le 25 mars. Donc on va essayer de se plonger dans cette histoire où les machines résolvent les problèmes qui sont normalement réservés aux humains et tenter de mieux la comprendre. Alors, donc, sur la slide suivante, on va voir tout d'abord, pour parler d'IA, l'idée c'est déjà d'essayer de partager quelques éléments clés pour essayer du coup de s'accorder sur quoi on parle. Parce qu'en réalité, l'IA, on peut la définir de plein de manières différentes, mais déjà de se dire que c'est une discipline qui mélange finalement le domaine numérique, les mathématiques, l'informatique. Donc, on est dans les sciences, dans les théories, mais aussi en lien avec les techniques, on va dire technologie. Et il faut se dire effectivement ces termes d'intelligence, mais aussi le terme artificiel pris séparés sont pas si simples à comprendre. Donc quand on les associe, de quoi on parle, c'est pas si évident du coup d'être vraiment tous alignés et raccords avec tout ça. Donc on va essayer de se dire finalement le principe de l'IA, c'est l'ensemble des techniques qui permettent à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux.
Autrement dit, l'IA, c'est la capacité de résoudre des tâches complexes sans être intelligent, qui peuvent être de l'organisation, de la planification, voire même de la créativité. En fait, l'IA, on va en trouver partout, et vous en connaissez déjà, ça c'est une certitude, et on va passer du coup quelques cas d'exemple. Par exemple, sur des réseaux sociaux ou sur YouTube, par exemple, vous avez des algorithmes de gestion de contenu. Et effectivement, si vous sortez votre téléphone et que vous regardez la première vidéo qui va vous être proposée sur YouTube, bah, ce ne sera pas la même que votre voisin, parce qu'il sait que vous ne regardez pas forcément les mêmes choses, et il ne va pas vous recommander du coup le même contenu. Mais vous avez aussi les assistants vocaux, on en a de plus en plus, ils sont de plus en plus présents. Quand vous demandez à votre téléphone des questions en lui disant Hey Google ou Dis Siri, eh ben, ça fait appel du coup à des technologies d'intelligence artificielle là encore. Et si on poursuit du coup dans les exemples, vous avez aussi tout ce qu'on appelle les chatbots. Vous pouvez le voir, des fois on le voit sur les services publics, vous l'avez sur Amélie, à la SNCF, etc. Vous posez une question, ça vous donne une réponse pour essayer du coup de répondre à votre problème. Souvent c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là encore, on est dans ces usages d'intelligence artificielle, mais vous avez aussi des usages plus complexes. Si vous reconnaissez là un des logos, par exemple, de ChatGPT, mais ils sont évidemment pas les seuls, dont on entend souvent parler et qui défraient parfois la chronique, c'est déjà bien diffusé finalement dans nos vies au quotidien, mais on ne se rend pas toujours compte finalement qu'on utilise tous les jours, ou presque, des outils qui relèvent finalement de l'intelligence artificielle. Donc, finalement, on va dire, un petit timeline, un petit frise chronologique pour voir que l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Vous voyez, on commence à en parler dans les années 50 sur cette frise. L'intelligence artificielle, elle s'est installée progressivement, mais c'est en fait une succession d'avancées scientifiques, techniques, qui a permis le développement d'outils toujours plus perfectionnés. Donc, on regarde la frise chronologique complète, qui démarre du coup à la moitié du siècle dernier. On voit qu'elle est parsemée jalonnée de beaucoup d'étapes finalement, qui arrivent finalement du coup à des choses toujours plus diffusées et toujours plus complexes, et qui vont faire appel notamment à ce qui va être présenté ensuite, notamment comment l'apprentissage supervisé, etc., prend aujourd'hui forme pour constituer l'IA, l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, je vais prendre la suite en essayant d'ouvrir un peu le capot et de voir qu'est-ce qu'on cache selon dans ces IA. Alors, en ce moment, quand on parle IA, très souvent, en vrai, dans le mot technique, on va parler d'apprentissage automatique. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est une technique qui va nous donner des outils. Quel type d'outils? Des outils qui nous fournissent des réponses à des questions. Et des questions plutôt précises. Alors là, on a un exemple. On nous demande de savoir si c'est un camion ou une voiture à partir d'une fiche technique. Et l'outil tel qu'on va le présenter, c'est lui que vous allez appeler l'IA. C'est cet outil qui va, chaque fois que vous lui montrez une fiche technique, vous dire voiture. Où est-ce qu'il y a de l'apprentissage? Là, il n'y en a pas pour l'instant parce que c'est de l'utilisation. Il y en a avant sur comment cet outil est construit, ce qui doit être dans le slide suivant. Pour savoir faire ça, on pourrait lui donner des règles. Et là, on va le faire différemment. On va appeler les experts non pas pour nous dire comment répondre, mais pour lui donner des guides, lui donner les bonnes réponses. Par exemple, voilà, on va demander à des experts, est-ce que ça, c'est une voiture ou un camion en fonction des informations. Nous, on arrive à le faire assez rapidement, à distinguer si c'est une voiture ou un camion. La différence, c'est que les machines ne raisonnent pas au sens premier du terme, et pour arriver à fournir des réponses de qualité, il va falloir qu'elles aient beaucoup plus d'informations que nous, beaucoup plus grand volume de données. Ensuite, elles ont fait leur petit traitement, et là, c'est un endroit, alors je vais dire de la magie, parce qu'on va voir qu'on comprend pas exactement tout ce qui se passe, même si on sait pourquoi on le fait, qui vont créer des règles qui vont permettre de répondre à nos questions, on espère de la manière la plus correcte possible, ce qui doit être là aussi. Là. Donc voilà. Les deux trucs qu'on va voir, c'est que pour pouvoir répondre à ces questions, il va nous falloir des données. Ces données des données qui sont les questions et les réponses, et on en a besoin de beaucoup. Et l'autre difficulté, c'est que si on a les questions et les réponses, on ne sait pas au départ comment faire pour aller de la question à la réponse, et on n'a pas de garantie que la machine soit capable de le faire.
Et la qualité d'un modèle va dépendre bien sûr de cette capacité à bien répondre à nos questions. On ne sait pas hein, au départ si on va avoir des modèles qui vont être bons ou mauvais. Peut-être que le problème est très dur et votre meilleur effort ne fera pas mieux. Si vous pensez à essayer de prédire un pile ou un face, la machine ne va pas vous aider. Peut-être que vous aurez des modèles qui vont donner des très bonnes réponses, et ce serait ce qu'on souhaite. Voilà, on voudrait qu'il la fasse le mieux possible, ou en fait, en réalité, ce qui soit d'une qualité suffisante, et le suffisant dépend du domaine d'application. La santé, c'est un endroit où répondre à des questions, c'est souvent très dur. Et ben, quand on fait déjà un peu mieux que le hasard, on est content, et si on fait beaucoup mieux, on est très content, on ne demande pas de la perspective. C'est vraiment ça hein, notre objectif. Si on regarde un petit exemple, voilà, on va essayer de voir des questions plus complexes que distinguer des camions de voitures. Je vais vous montrer une petite image. On va essayer de regarder 5 secondes. Voilà. On a dépassé la petite 5 secondes. Je vais essayer de vous poser des questions. Est-ce que vous avez tout vu? Je pense que vous avez vu les deux hommes devant, peut-être le dernier, peut-être la table, l'ouvrier derrière, mais on n'a pas le temps de tout percevoir. Ça veut dire que notre manière de percevoir l'information, elle prend du temps, elle a besoin de ressources de calcul. On va avoir exactement le même phénomène du côté informatique. Si on veut répondre à des questions plus complexes, on va devoir utiliser des outils plus compliqués. Et il est fort probable que vous ayez entendu parler de l'outil qu'on va voir là dans un instant, qui sont les réseaux de neurones. Alors, les réseaux de neurones, c'est quelque chose qui a été inventé il y a très longtemps, en réalité, au début de la période qui a été mentionnée dans les années 50, mais qu'on sait très bien faire fonctionner maintenant depuis une dizaine d'années. Il ne faut pas voir ça comme des calques du cerveau, mais comme quelque chose qui en est inspiré de manière très lointaine et qui est à la base de la plupart des outils que vous utilisez de jour à jour quand ils traitent des images et du texte. L'idée va être de laisser à la machine le droit de faire des calculs qui sont individuellement très simples, mais qui vont être combinés de manière successive. On va parler de couches. Premier calcul fait à partir de l'image, calcul à partir de ces calculs, calcul à partir de ces calculs, et ainsi de suite, jusqu'à la fin, donner des éléments qui permettent de répondre à la question. Par exemple ici, des histoires de probabilité d'être un camion ou d'être une voiture ici, dans un premier temps. Là, si on essaie de classer des chiffres, ça va nous donner une probabilité de chacune des classes. C'est vraiment un principe de calcul simple dans lequel il y a des petits paramètres à régler, et l'apprentissage, c'est ce moment où on va régler les paramètres. Alors, est-ce qu'on comprend vraiment comment ça fonctionne? En partie. Ce qu'on a observé sur les réseaux de neurones qui ont été entraînés, c'est qu'ils font une analyse un petit peu comme nous, de manière hiérarchique, en commençant par des informations très locales, et au fur et à mesure en rajoutant de la structure. Par exemple, voilà, c'est des petits pixels, il y a des contours, il y a des bords, il y a des structures, il y a des têtes. Et c'est à partir de cette analyse-là qu'on va être capable de donner une réponse. Alors, ce que je vous raconte là, c'est une histoire. En réalité, on va très bien maîtriser la complexité du système. On sait très bien comment faire, on sait très bien les faire marcher. En termes d'explication, ça va être beaucoup plus difficile. Et c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant en ce moment, en particulier à cause de l'AI Act. Il y a cette question de est-ce que c'est une méthode qui est satisfaisante vis-à-vis de la réglementation. Et je crois qu'il y a quelque chose là-dessus sur la diapo suivante. Et pardon, j'ai anticipé d'une diapo. Donc là, on parlait en fait ici d'apprentissage profond. Pourquoi profond? Parce qu'il y a cette idée d'enchaîner des calculs les uns à la suite des autres et qui permettent d'avoir des bonnes réponses. Et c'est une astuce, j'ai envie de dire ça comme ça, qui permet d'avoir des résultats incroyables sur les images, sur le texte. Énorme bond dans les 10 dernières années, qui sont très efficaces d'un point de vue performance. En revanche, il y a une véritable
questionnement autour de la capacité de ces modèles à être explicables. Je n'ai pas encore d'accord sur le sens exact. On sait très bien les comprendre au sens mathématique du terme. On sait décrire tous les calculs, on sait d'où est-ce qu'ils viennent, on sait comment ils ont été créés. Par contre, on a du mal à les transférer en des termes humains euh, pour savoir comment la machine raisonne. Enfin, et avant de passer la main à Robin, je dirais juste, c'est une question qui est assez ouverte parce que si je vous demande de savoir comment vous faites pour reconnaître un vélo ou reconnaître un chiffre, bah, vous aurez peut-être du mal à traduire ça en vocabulaire humain. Merci. Donc, je prends la main sur une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui est arrivée ces dernières années, que vous avez peut-être essayé de votre côté. Ce sont les IA conversationnelles et les IA génératives. Donc, le plus connu, c'est ChatGPT. Alors, c'est à nouveau un outil qui a la même base mathématique que ce que Erwan vient de présenter, mais ce qui est nouveau, c'est le type de questions auxquelles il va être capable de répondre. Là où précédemment, on était sur des questions qui pouvaient être est-ce que c'est un camion ou une voiture? Est-ce que c'est un 5, un 6, un 7? Là maintenant, on va poser des questions en langage humain et la machine va répondre en langage humain. Donc, on passe à l'échelle au-dessus en termes de complexité des questions. Évidemment, ça demande une énorme quantité de données d'apprentissage, donc le corpus utilisé pour l'entraînement va être très gros, et on va avoir un type de question aussi qui est différent. Alors, quand on joue un peu avec ChatGPT ou avec Palm 2 ou avec les autres concurrents, ça paraît assez magique. Et on a l'impression que finalement, l'IA sait tout faire. Alors, si on regarde sur la diapo suivante, on va voir que ChatGPT, on lui pose des questions, il est capable d'y répondre. Si vous essayez quelque chose comme Vision AI, il va vous faire des descriptions extrêmement précises d'images. Et puis, si on revient à YouTube, l'algorithme de proposition de vidéo est extrêmement précis aussi et correspond très bien au goût de chacun. Parfois même, il prédit des choses qui correspondent à des goûts qu'on ignorait avoir nous-mêmes. Donc, l'IA paraît parfois toute puissante, capable de résoudre à peu près n'importe quel problème. Et c'est évidemment important de se poser la question des limites, de jusqu'où est-ce qu'on peut faire confiance à ces sorties et dans quel cas est-ce qu'on peut mesurer ce degré de confiance. Alors, dès le départ, quand on construit une intelligence artificielle, quand on la conçoit, on a en tête des limites. Généralement, une IA va être construite pour un type de question particulier. Donc, ça peut être une question qui sera très spécifique, distinguer un camion d'une voiture à nouveau. Ça peut être une question spécifique mais plus complexe, où, par exemple, un humain aurait déjà plus de mal à voir la différence. Et puis, ça peut être des questions très généralistes. Donc, c'est le cas des chatbots qui sont capables, en théorie, on a l'impression, en tout cas, de répondre à peu près n'importe quelle question. Mais évidemment, plus la question est difficile, soit parce qu'elle est complexe, soit parce qu'elle est généraliste, plus c'est difficile d'avoir une intelligence artificielle qui va produire de façon robuste des réponses fiables. Alors, on va se baser sur des données d'entraînement, on va regarder les propriétés statistiques de ces données d'entraînement pour essayer d'en tirer une réponse. Mais ça ne va pas être la vérité, ça va être ce qui est observé au sein des données et quelle structure a été détectée au sein de ces données. Alors, les intelligences artificielles progressent. Hein, si vous avez essayé différentes versions de ChatGPT, vous pouvez voir que les versions récentes font des choses encore plus bluffantes que précédemment. Donc, par exemple, jusqu'à récemment, ChatGPT n'avait pas accès à Internet. Donc, finalement, il avait arrêté d'apprendre en septembre 21. Donc, si vous lui demandiez qui était le président des États-Unis, bah, il ne savait pas parce qu'il n'avait pas les informations récentes. Donc, les nouvelles versions de ChatGPT sont capables pas juste de produire du texte, mais aussi d'aller chercher de l'information sur Internet. De même, on va avoir une mémoire de ChatGPT qui est de plus en plus grande parce qu'on a des outils computationnels de plus en plus précis. Mais même avec ces nouvelles versions de plus en plus puissantes, on garde des limites. Donc, une première limite, c'est que ça ne parle pas toutes les langues. Alors, si vous lui parlez en français, ça va marcher. Si vous parlez en anglais, ça marche encore mieux. Si vous lui parlez dans d'autres langues moins étudiées, ça ne va pas le faire. Mais la vraie limite, et la plus grosse, c'est que ChatGPT, comme n'importe quelle IA, peut se tromper. Et son objectif n'est pas de donner systématiquement une réponse correcte.
Il est construit pour donner une réponse qui paraît correcte. Il a été entraîné pour donner des réponses en français ou en anglais qui sonnent bien, qui sont bien construites, mais on n'a pas de garantie de fiabilité. Et c'est une question ouverte de décider ou de demander à ChatGPT quand est-ce qu'on peut avoir confiance en sa réponse. Alors, il y a plusieurs limites, évidemment, enfin, il y a plusieurs explications à ces limites. La première, c'est la qualité des données. Donc, on dit parfois en anglais garbage in, garbage out. Si on fournit des mauvaises données à un outil d'apprentissage, eh ben, la sortie va être de mauvaise qualité. Mais définir ce que c'est qu'une donnée de qualité en entrée, c'est pas évident. Hein, on ne veut pas juste que les données sources soient fiables, on veut aussi qu'elles soient représentatives, qu'elles soient sans biais. Et ça, c'est pas facile à faire en pratique. Donc, on va donner à manger à l'IA ce qu'on appelle la base d'entraînement. Donc, imaginons, on lui fournit plein d'images de personnes et on veut faire une IA qui va faire de la reconnaissance faciale. Alors, il va regarder les différentes images et à partir de ça, il va apprendre à reconnaître où il y a un visage. Mais malheureusement, si la base d'entraînement est biaisée, eh ben, en sortie, on va avoir un biais. Donc, il y a eu plusieurs exemples assez médiatisés de situations où la base d'entraînement comportait énormément de visages de personnes blanches, et donc ça marchait très bien sur des visages comme ça. Et puis ensuite, quand on fournissait à la place des images de personnes noires, par exemple, eh ben, l'IA était beaucoup moins performante. Donc, on se retrouve avec un outil d'apprentissage qui est biaisé, non pas parce que le concepteur ou la conceptrice était biaisé, mais parce que la base d'entraînement était biaisée, ce qui n'était pas forcément évident à percevoir. Alors évidemment, si après cet outil il est utilisé, ça peut avoir des conséquences extrêmement néfastes. Donc c'est essentiel d'avoir en tête ces limites. Alors en résumé, les limites elles viennent de la conception dès le début, de ce pourquoi l'outil a été construit. Elles viennent de la qualité de la base de données et elles viennent du type de questions qu'on a voulu mettre dans l'IA. Donc, il va avoir des critères et il va chercher à optimiser sa réponse au vu de ces critères. Et donc, si ce qu'on cherche à optimiser, c'est avoir des réponses qui sonnent bien, par exemple, c'est pas la même chose que optimiser, avoir des réponses qui sont correctes, et ce qui est plus difficile. Alors, donc, comme je le disais, une grosse limite, c'est détecter dans quelle situation on a confiance en l'algorithme d'intelligence artificielle. Et notamment, ChatGPT paraît toujours très sûr de lui. Alors après, si vous lui demandez est-ce que cette réponse est fiable, des fois, il va un peu atermoyer, mais il n'est pas vraiment capable de tester lui-même la limite de sa réponse. Et ça, c'est une question sur laquelle beaucoup de gens travaillent encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être avoir une réflexion un petit peu plus macro, prendre un petit peu de recul et surtout avoir en tête que les outils d'IA sont pas infaillibles. Hein, c'est ce qui a été démontré là à l'instant. Ils sont limités dans leur conception, la façon dont ils fonctionnent également. Et on est au-delà d'un problème technique, mais sur un sujet finalement éthique. C'est-à-dire que puisque les machines apprennent en fonction de ce qu'on leur donne, etc., ça veut dire qu'elles sont aussi susceptibles de faire des erreurs. Donc, il faut avoir conscience du fait que finalement, les réponses qui sont données ou les solutions ne sont pas forcément fiables ou en tout cas se mettre en capacité de les remettre en cause. Et c'est un problème éthique parce que finalement, une erreur dans une solution, ça peut avoir des conséquences très graves. Alors effectivement, quand il s'agit de proposer un contenu sur YouTube ou une autre plateforme, c'est pas très grave. Dans le pire des cas, on a un contenu qui nous plaira pas ou voilà. Mais quand on s'appuie sur un outil d'IA pour faire un diagnostic médical, pour analyser une radio d'imagerie, une IRM ou autre, ça peut avoir des conséquences particulièrement graves. Euh, Évidemment, ça a été dit également, les IA, on les alimente. Comment on les crée et avec quoi on les alimente? Avec des données, certes, mais est-ce qu'on peut prendre et utiliser n'importe quelle donnée? Bien la réponse, c'est non. Évidemment, sinon je ne serais pas là. Mais concrètement, la plupart de ces outils, ils sont développés avec des données à caractère personnel qui peuvent être parfois des données sensibles,
notamment des données de santé, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, il faut absolument avoir en tête que quand on veut développer ce type d'outils ou quand on veut les utiliser, eh bien, on est susceptible d'être alors responsable de traitement au sens du RGPD, mais surtout, ça veut dire qu'on va avoir des obligations, respecter toute cette législation qui est très exigeante quand il s'agit de traiter des données sensibles, et notamment une des obligations quand on utilise ce type d'informations, ce type de données à caractère personnel, ça va être d'informer les personnes concernées, ça va être de s'assurer que on les maintient dans des conditions qui permettent de garantir leur confidentialité et leur sécurité. Voilà, donc il y a tout un tas de critères et ça, il faut l'avoir en tête. C'est pas parce qu'on est en train de développer, de l'IA et que, on innove que, il faut le faire, n'importe comment, on va dire. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est du RGPD et de la protection des données à caractère personnel. Mais il y a aussi un sujet, alors que je vais me permettre de ne pas aborder trop dans le détail, mais vous avez les questions principales sur les slides, qui est le sujet des droits d'auteur, puisque effectivement, on alimente aussi, on développe ces outils à partir de contenus qui sont déjà existants et qui sont susceptibles d'être protégés par les règles applicables en matière de propriété littéraire et artistique. Et ce qui est important aussi, parce que si on peut se placer du côté de la personne qui développe, mais il faut aussi se placer du côté de l'utilisateur, de la personne concernée. Et, voilà, le vrai sujet aussi, quand on utilise ce type de dispositif, d'outils, c'est finalement comment on le fait et pourquoi on le fait. Là, la question assez classique, c'est est-ce que si c'est ChatGPT qui fait vos devoirs, vous avez vraiment compris quand voilà, c'est ChatGPT qui prépare un exposé ou même qui fait le diagnostic médical. Alors, c'est très mal, hein, c'est pas l'IA qui fait le diagnostic, c'est l'exercice illégal de la médecine, mais vous avez compris l'idée. Concrètement, est-ce que on sera quand même en capacité de continuer à faire le cheminement intellectuel qui permet, à partir de données, d'informations, d'arriver à un résultat. Donc, il faut être effectivement aussi vigilant sur les usages et sur ce qu'on attend de l'intelligence artificielle. Et là, je pense que c'est à Claude, le récap. Ouais, merci beaucoup à tous. Je crois qu'on a évidemment ça a évoqué l'ensemble à la fois des avantages, des inconvénients, des limites, etc. Et je pense qu'il faut qu'on soit et que le citoyen soit très le plus informé possible ou le mieux informé possible sur ces choses-là. Il faut être conscient du fait que c'est pas effectivement magique. On a utilisé ce terme dans plusieurs fois dans l'exposé, mais en réalité, tout ça est fondé à la fois sur des techniques, mais aussi sur des informations qui, elles, sont elles-mêmes des questions qui sont pas des informations qui peuvent être entre guillemets biaisé ou en tout cas voire et je ne vais pas ouvrir ça sur l'actualité internationale mais voire manipulé. Et évidemment c'est des points qui sont très importants, l'explicabilité qui a été signalée est évidemment là aussi un point essentiel, notamment quand on va aller sur des choses où il y a des conséquences personnelles importantes, graves, qui peuvent opérer, hein, notamment ce qu'a dit Hélène sur la question du diagnostic. Et donc, il faut être là aussi capable de refaire ce cheminement intellectuel. Donc, tout ça nous amène à dire il faut un équilibre entre tout ça et maîtriser les usages savoir qu'est-ce qu'on utilise, comment on l'utilise, sur quelle base on l'utilise et au final pour faire quoi. Voilà. Et tout ça, ça fait partie de l'équilibre qu'on doit avoir, qui sont liés évidemment à la fois à nos organisations, à nos réglementations, à nos modes de régulation et évidemment à évidemment la recherche qui doit évidemment là aussi continuer à investir sur ces sujets-là pour que justement on arrive de mieux en mieux à maîtriser cet ensemble de dispositifs. Quand je dis recherche, c'est pas que de la recherche mathématique pour le coup, c'est aussi de la recherche en sciences sociales, c'est de la recherche en philosophie, etc. Parce que l'éthique qui est dessous est évidemment un élément extrêmement important. Merci beaucoup, Claude, et merci évidemment à vous tous. Il y a de premières questions, donc n'hésitez pas évidemment pour les autres, il est encore temps de le faire dans le chat. On va peut-être adresser la première, on y a répondu par écrit, mais peut-être y mettre un petit peu la voix. Je m'adresse aussi particulièrement à toi, Emmanuel, mais les autres peuvent compléter. C'est la question qui a été posée, c'est à côté de cette IA basée sur les statistiques, qu'en est-il de l'IA symbolique?
Alors oui, aujourd'hui, le temps est court, donc on a décidé de parler essentiellement de l'IA qui fait le buzz aujourd'hui, on va dire, on va pour dire les choses un petit peu simplement. Donc l'IA qui fait le buzz, c'est effectivement une IA qu'on pourrait caractériser de statistique. Ça a été expliqué, donc c'est une IA qui se base sur des données, sur beaucoup de données. Maintenant, il y a deux types d'IA, et il y a une IA qui a eu son heure de gloire qui s'appelle l'IA symbolique, qui est moins aujourd'hui au goût du jour, mais qui reviendra certainement, à mon avis, dans le futur, assez rapidement même, qui est une IA qui est basée sur, pour être simple, sur un système de règles. Donc, il y a des experts qui vont donner des règles. Donc, dans le chat, je donnais un exemple en disant, bah voilà, on va dire, si vous avez plus de 38 de 28, ouais, de 38 de fièvre et si vous toussez, si vous avez la gorge rouge, bah, c'est certainement une angine. Donc, coder ces règles-là, c'est faire un système expert. Ça s'appelle de l'IA aussi parce que ça simule, ça fait croire à une intelligence humaine, ça peut prendre des décisions. Et c'est une IA qui est évidemment qui peut être extrêmement utile et qui est toujours utilisée largement aujourd'hui. Et Merci en beaucoup. particulier en Oui. ce moment, je pense qu'on pourrait rajouter le fait que l'utilisation de bases de connaissances qui est intermédiaire à la règle, mais qui est des connaissances spécifiques à un domaine, sont de plus en plus ajoutées à ces IA statistiques. Et la combinaison ressemble quand même un peu à beaucoup ce qui se faisait dans les systèmes experts, mais d'une manière un petit peu différente. Absolument. Tout à fait. Merci. Une autre question, une personne qui dit, et donc si j'ai bien compris, l'apprentissage profond reste plus ou moins une boîte noire. Comment on peut lui répondre? Alors moi, ouais, j'ai fait une petite réponse tant que j'ai pu par chat. Alors, c'est pas une boîte noire dans le sens où le calcul que l'IA fait, on est capable de le reproduire. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pas... Alors, ça va prendre du temps, hein. Si vous prenez votre calculatrice, si vous cherchez à reproduire ce que fait le réseau de neurones, ça va vous prendre un certain temps. Mais on peut l'écrire, ce calcul. Voilà. Dans ce sens-là, c'est pas une boîte noire. Maintenant, c'est une boîte noire dans le sens où l'IA qui dit, sur cette photo, j'ai reconnu un éléphant, elle va pas pouvoir vous dire si j'ai décidé que c'était un éléphant, c'est parce que j'ai vu une trompe, c'est parce que j'ai vu des pattes d'éléphant, parce que j'ai vu un animal avec des grandes oreilles. Elle ne va pas être capable de dire ça. Alors attention au piège, c'est que quand vous demandez à ChatGPT d'expliquer son processus de décision, il ne fait pas une réelle explication. Il va encore créer un texte avec une simulation, il va simuler une intelligence et simuler une explication. Il va pas vous expliquer quel a été son réel processus de réponse qu'il a donné. D'accord? Il va toujours être essayer de faire la chose la plus probable à partir des textes qu'il a regardés. Donc ce n'est pas de ce qu'on appelle, ce que fait ChatGPT quand vous lui demandez pourquoi tu réponds ça, ce n'est pas ce qu'on a, c'est pas ça ne résout pas le problème de la boîte noire. Ça semble suffisant, très bien. On peut poursuivre. Je ne sais pas lequel de vous veut répondre, peut-être Ben ou quelqu'un d'autre, sachant qu'on y a aussi répondu par écrit, mais y mettre encore une fois à la voix, c'est aussi important, ça redonne plus de détails. C'est quelle est la différence, revenir un petit peu à ce qui est assez basique là dans le cadre de ce module, quelle différence entre IA générative et générale, où sont stockées les données qu'on fournit à l'intelligence artificielle de type ChatGPT? Eh ben, go. Tout ça, c'est des mots assez techniques qui essayent de faire croire qu'on fait des trucs complètement nouveaux à chaque fois. Euh, il y a beaucoup de points communs quand même entre toutes ces idées-là. Alors peut-être le plus lointain, c'est l'IA générale. Ce serait quelque chose qui sait tout faire. A priori, on n'en est pas là. Le mot IA générative, il est arrivé dans les 10 dernières années à peu près, sur cette capacité qu'on a à créer des textes ou des images essentiellement qu'on ne savait pas faire aussi bien avant. Ceci dit, pour les plus vieux d'entre vous, vous pouvez peut-être vous rappeler des idées de Claude Shannon dans les années 50 qui sont très proches de ce qu'on fait dans les chats GPT, sauf qu'il n'avait pas la puissance de calcul pour le faire. Donc on a des évolutions, des idées qui sont déjà là. Euh, voilà, c'est plus du mot que des vrais changements. Il y a une Je, question derrière sur les données. Emmanuel, vas-y. non, 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 vas-y, Vas-y, continue sur les complète. données. J'allais rebondir sur un truc. Continue sur les données, vas-y. Vas-y. Non, j'allais rebondir sur l'IA générale, juste pour continuer dans ce que tu disais. Donc, l'IA générale, l'IA dont on parle généralement, c'est une IA spécifique qui résout une tâche. L'IA générale, comme le disait Erwan, c'est je sais tout faire. Donc, c'est censé savoir reproduire une intelligence humaine de façon générale. Alors, il faut faire très attention à ces façons de dire les choses, parce que l'intelligence, c'est quelque chose qui est multiforme. Et donc,
être capable, par exemple, d'écrire un texte avec un raisonnement donné, c'est reproduire un certain type d'intelligence humaine extrêmement précis. Il y a l'intelligence sociale, il y a l'intelligence émotionnelle, enfin, il y en a 10 000 d'intelligence. Et je rejoins Erwan pour dire qu'on en est, a priori, on en est très, très loin. Alors, les données, c'est beaucoup, enfin, c'est très intéressant. Peut-être qu'on peut parler de chatbot comme instantiation de cette problématique-là. Euh, on ne sait pas trop d'où viennent les données qui ont été utilisées pour entraîner tous ces gros modèles. Il est à peu près sûr que le droit d'auteur n'était pas totalement respecté dans ce cadre-là. On pense qu'ils ont aspiré tout ce qui était possible sur Internet. Donc ça, c'est une partie des données pour la préparation de ces modèles. Vous vous souvenez qu'on a dit qu'on commençait par s'entraîner et faire quelque chose. Et maintenant, vous les utilisez. Eh bien, sauf si vous avez payé et coché la bonne case, ces modèles se donnent le droit d'utiliser vos réponses pour ensuite s'améliorer. Ça veut dire que tout ce que vous tapez va aller, de toute façon, il va tout de suite dans les serveurs, si vous utilisez les grands noms, sur les serveurs de ces personnes-là, pour fournir une réponse, et il se donne le droit de stocker vos questions et vos réponses. Il se donne le droit de les regarder et de les utiliser pour améliorer le modèle par la suite. Et c'est un droit qui est réellement fait. Vous pouvez voir que ces modèles évoluent au cours du temps. Et en particulier, ils utilisent les interactions pour comprendre là où les utilisateurs ne sont pas très contents et renforcer les choses. Et c'est des modèles qui apprennent très vite. C'est très facile de faire de la fuite d'informations en tapant quelque chose, euh, y compris si on fait juste une traduction ou quel que soit son mail. Dès qu'on a envoyé l'information, elle est partie quelque part. Contrôle très difficile. C'est c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'opérateurs qui essayer de s'affranchir ou en tout cas de préserver la souveraineté en intégrant ça dans leur dispositif et avoir leur base de connaissances, leur base d'entraînement et et que les réponses, etc., ne vont pas justement nourrir quelque chose de général, etc., et qu'ils préservent ça. Donc cette question de la souveraineté, elle est sur les données, elle est évidemment extrêmement importante dans ce cadre-là et vous avez y compris certains opérateurs de la sphère sociale ou santé qui, évidemment, cherchent à se préserver de cette question. Le dernier point, c'est qu'on peut aussi faire tourner ces modèles sur son propre ordinateur ou sur un endroit contrôlé pour mitiger ces Voilà, problèmes-là. extrêmement. Encore une fois, voilà, il y a des attaques possibles. Merci. Il y a une question qui est intéressante, elle est un petit peu justement dans la réponse que tu as faite, Emmanuel. Comme tu dis, c'est pas forcément lié à l'IA, et c'est bien justement peut-être de pouvoir recadrer un petit peu les enjeux liés à l'IA, parce qu'on lui remet beaucoup de choses sur le dos, mais finalement, comment on recadre ça? La question, c'est que pensez-vous des IA qui envoient les données des patients en Wi-Fi? Et tu réponds que le problème soulevé n'est pas du tout un problème lié à l'IA, et peut-être un petit peu prendre de la hauteur en recadrant finalement ce qui est attribué à l'IA ou pas, un Alors, petit peu évoquer ces éléments-là. effectivement, dans beaucoup de domaines, c'est le domaine de la sécurité là, dont on parle, mais on en Mm. parle aussi dans le domaine de tout ce qui est l'impact énergétique. On confond très souvent, c'est ça, on fait une confusion entre transition numérique ou l'utilisation numérique et l'IA. L'IA, c'est une toute petite partie de tout ce qu'on fait en numérique dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on envoie des mails, on numérise les dossiers dans les hôpitaux, etc. Il n'y a pas forcément d'IA du tout derrière tout ça. Ça a un impact. Il y a des machines, ça a un impact, là je parlais de l'impact sur le climat, donc impact sur la transition, sur tout ce qui est écologique, c'est extrêmement important. Et ça a un impact sur la sécurité parce que si on fait des cyberattaques, il peut y avoir effectivement des données qui fuitent et ça peut être pas grave dans certains cas, grave dans d'autres cas. Et l'IA participe de ça, mais aujourd'hui, c'est une petite goutte dans cette transition numérique. Alors, c'est pas, ça ne veut pas dire que je veux minimiser le problème, c'est en fait, c'est le problème de cette transition numérique et qu'il faut savoir ensuite adresser. Qu'est-ce qu'on gagne à faire la transition numérique? Qu'est-ce qu'on perd à faire la transition numérique? Quels sont les risques de ne pas la faire? Quels sont les risques de la faire? Alors ça, c'est des vastes questions, je ne vais pas répondre à tout ça, mais en fait, c'est ces questions-là qu'il faut se poser et ne pas se focaliser en disant c'est un problème lié à l'IA. L'IA va faire transiter des données, mais enfin, tous vos logiciels sur votre téléphone, énormément de logiciels sur votre téléphone vont faire transiter des données, et la plupart des logiciels sur votre téléphone n'utilisent pas d'IA.
Merci beaucoup. Une dernière question, et rassurons-nous, l'ensemble des questions seront, je le disais en début, adressées, mais de façon asynchrone. On fera un article dédié qui sera publié prochainement sur notre site internet, mais quand même, parce que je trouve la question aussi permet de prendre de la hauteur, c'est la personne demande, mais pourquoi finalement, si l'erreur est humaine, alors l'erreur ne peut pas être informatique ou due à l'IA? Bref, peut-être de redonner quelques éléments sur cette question de où est l'erreur dans ce sujet qu'est le nôtre? Moi, je peux commencer. Ah, c'est une vaste question, c'est Oui. compliqué. L'erreur est humaine. L'humain fera toujours des erreurs et la machine, pour moi, enfin moi, c'est mon point de vue. On peut ne pas être d'accord là autour de la table, hein, de cette table virtuelle. L'humain fera toujours des erreurs et la machine fera toujours des erreurs. Ça, c'est mon point de vue. Quand on fait une IA spécifique, donc qui veut répondre à une question précise, est-ce qu'il y a un chat ou pas un chat sur cette question, il y a quand même une vérité de terrain. Voilà. Maintenant, l'humain qui va donner des exemples de vérité de terrain va peut-être faire une erreur de temps en temps en montrant une image très sombre. Il va pas voir le chat qui se cache, qui est caché dans un coin. Bon, bah, l'IA va reproduire cette chose-là. Et voilà. Et donc, les biais ou les erreurs des uns nourrissent les erreurs des autres et vice-versa. Mais c'est normal que quand on fait une IA spécifique, on cherche en tout cas à aller vers un taux d'erreur le plus petit possible parce qu'on cherche à résoudre un problème extrêmement précis. Et c'est vrai pour le diagnostic également médical. Mais de fait, l'IA, comme ça a été dit, Antoine, ça donne une des formes de réponse en fonction de probabilité, c'est-à-dire il y a une forme de probabilité. Et de la même manière que quand vous pariez sur un cheval, vous avez une probabilité, mais il n'y a qu'un seul cheval qui arrive hein, au premier. Hein, et même si c'est celui qui a le moins de chances d'arriver. Et donc ça peut arriver. Donc dès quelque part, même si vous dites à 80% c'est un cancer, il y a quand même 20% de chances pour que lequel ça ne soit pas, ou l'inverse d'ailleurs. Et de fait, vous pouvez être dans les 20% comme vous pouvez être dans les 80% quand vous prenez un cas. Un cas. Parce que tout le reste fonctionne sur des régularités et donc des probabilités qui arrivent. Donc l'erreur, elle provient non pas, enfin là, j'ai pas tellement de la machine, mais du fait qu'on va se confier à l'interprétation, où on va croire, etc. Et c'est là où l'humain doit intervenir pour dire l'algorithme me dit ça ou la machine me dit ça, mais moi, je considère qu'il y a peut-être quelque chose à regarder de plus parce que c'est pas ça, etc. Et c'est là où la décision humaine doit intervenir. Merci beaucoup. On arrive au bout de ce webinaire. On respecte pas mal l'horaire, donc et en démarrant donc et en terminant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour rappel, donc le 25 mars prochain, nous aurons un nouveau module, un nouveau webinaire sur l'IA en santé, et vous recevrez le lien d'inscription certainement de cette semaine. Et n'hésitez pas à en parler évidemment aussi autour de vous. Merci beaucoup à l'ensemble des orateurs qui ont évidemment contribué à l'élaboration de ce support de formation et donc à très bientôt.